Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Vers la fin des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, en tout cas, la question mérite d'être posée au regard des retombées du mini-sommet du Luanda tenu le mercredi 23 novembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui ont signé un cessez-le-feu qui entre en vigueur dès ce vendredi 25 novembre 2022. Les détails avec Fiston Galé dans cet élément. Établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et de la coordination des opérations de processus de Luanda et de Nairobi. Tel est l'objectif principal du mini-sommet tenu le mercredi 23 novembre à Luanda, en Angola, sous l'invitation du président angolais João Manuel Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour maintenir les dialogues entre la RDC et le Rwanda dans le conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. On prépare à cette rencontre le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi. Le président rwandais s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta. On a aussi noté la présence de l'ancien président Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, facilitateur désigné de EAC pour la mise en œuvre du processus de Nairobi. Madame Michelle Ndiaye, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et chef du bureau de liaison de l'UA en RDC. L'ambassadeur João Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sous la région des Grands Lacs, et le lieutenant-général Nasson João, commandant du mécanisme de vérification ad hoc. Se félicitons des résultats des initiatives prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification et le déploiement de troupes de la force régionale des EAC dans les provinces du Nord et du Sud Kivu en RDC. Les chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations concernant notamment l'aggravation de l'insécurité et les actions militaires persistance du M23, l'acquisition par ces derniers d'armes et autres moyens plus sophistiqués pour mener des attaques contre les FARDC, ainsi que la persistance de forces négatives et terroristes à l'est de la RDC. Le mini-sommet a décidé, entre autres, ce qui suit: la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre à 18h jour J. Le respect total du processus de Nairobi et de Luanda, poursuite du déploiement complet de la force régionale de EAC, retrait du M23 des zones occupées et résolution initiale jour J+2, cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux jour J, reprise et poursuite des consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés jour J+10. Les chefs d'État ont formulé une demande au FARDC, à la force régionale et au chef d'État-major général de la force régionale EAC, en collaboration avec la MONUSCO, d'étudier toutes les questions liées au désarmement et au cantonnement des éléments du M23. Des réactions après ce mini-sommet de Luanda. Enanga Trésor, cadre de l'idée de Martin Fayulu, parle d'une déception totale et invite en même temps le gouvernement à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo en les dotant des moyens subséquents et non de compter sur la force régionale. Enanga Trésor est au micro de Maxime Makabou. Suivez. Le communiqué final du mini-sommet de Luanda est une déception totale selon Enanga Trésor, président de la fédération SID Moamba, car, dit-il, c'est déjà entendu et le M23 doit quitter les sols congolais. En croire ces cadres de l'SID de Martin Fayulu, seuls le FARDC peuvent remporter cette guerre et protéger l'intégrité territoriale du pays et non la force régionale. De ces mini-sommets, et que c'est une déception totale pour la population congolaise. Nous ne pouvons pas comprendre comment le M23, qui a dit et qui revendique des accords à avoir signés avec le pouvoir précédent, vient s'accrocher au nouveau pouvoir, comme si avant que ce pouvoir-là n'arrive, il y a eu une causerie, mais il y a eu des arrangements entre eux.
Nous disons ceci. Les dispositions qu'ils ont prises, nous retenons deux grandes choses. La première, c'est la zone tampon qu'ils ont créée, où on demande au M23 de revenir dans leur position initiale, mais en pleine République démocratique du Congo. L'histoire est têtue. Vous savez que le même M23 à Tchanzu ont été chassés par les FARDC jusqu'en Ouganda. Moi, je me pose seulement cette question-là. Pourquoi ne pas mettre la puissance des feux avec les mêmes armements que les FARDC avaient aujourd'hui pour organiser l'armée et chasser ces M23 d'où ils viennent? Nous devons aller avec eux d'accord en accord, que vous savez d'ailleurs, plusieurs de ces accords, ils n'ont jamais respecté. Voyons voir demain, vendredi, s'il y aura l'application effective de ces accords que nous déplorons par rapport à cette situation. Deuxièmement, il y a un lot de problèmes qui se posent. Vous avez les problèmes humanitaires. Nous nous posons la question, que deviendront ces M23-là après avoir été reculés dans leur position initiale? Cette zone tampon, en termes de superficie, c'est combien de kilomètres carrés? Et les M23 seront repliés sur la zone tampon. Pour combien de temps avant qu'ils puissent rentrer? Et s'ils sont repliés à la zone tampon, ils reprennent encore la guerre. On fait encore un mini-sommet de Luanda, de Nairobi, de Nouakchott ou d'ailleurs, pour revenir à la zone tampon. On comprend que c'est un rond-point, c'est un cycle infernal. Nous disons non, nous n'allons jamais accepter ce genre d'accord pour notre peuple. Nous, ce que nous voulons simplement, c'est qu'on puisse armer, nourrir, équiper les FARDC, qui puissent se battre et chasser l'ennemi jusqu'à d'où il vient. Et du côté de l'Union sacrée, l'analyste politique Christian Temtem voit à travers les résolutions assorties de ce mini-sommet de Luanda un début d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Suivant Christian Temtem au micro de Maxime Macabou. Le mini-sommet organisé à Luanda, en Angola, sur la crise entre la RDC et le Rwanda est un pas vers la restauration de la paix à l'est du pays, indique Christian Temtem, analyste politique. Quand on adhère dans des organisations internationales et régionaux, il y a ce qu'on appelle le préalable pour aboutir à la solution dans chaque problème. Moi, je pense que ce qui s'est passé hier à Luanda est significatif. C'est un début de la solution. C'est un début d'une solution définitive pour que nous ayons réellement la paix, et la paix de manière vraie et de manière durable à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, les gens peuvent dire, ah, vous continuez à signer, vous continuez avec des accords. Oui. Mais les accords peuvent être aussi une solution pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, nous avons obtenu un cessez-le-feu. Nous avons obtenu le retrait de ces rebelles de M23 dans nos localités là où ils occupaient. Ils seront isolés quelque part et le travail va continuer. Ce n'est pas c'est vendredi que nous aurons la paix de manière effective, mais c'est vendredi, c'est déjà le début de ce processus pour que nous puissions aboutir à une paix durable et à une paix définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Donc nous ne pouvons que souhaiter que ces accords soient appliqués de manière responsable à un bon père de famille et de notre côté, et du côté de nos agresseurs. Qu'est-ce qui va arriver si la République démocratique du Congo refuse de négocier avec les groupes armés qui opèrent à l'est du pays? En tout cas, l'analyste politique Maître Claude Bafoifoua donne ici sa lecture quant à cette question. Dadi Luindambo a recueilli ses propos. Sur le plan international, et même dans les mécanismes fixés par les Nations Unies et toutes les autres organisations internationales, on privilégie la paix. C'est-à-dire on rapproche les deux parties pour que les deux parties se mettent d'accord et mettent fin à la guerre. C'est un mécanisme qui coûte moins cher. C'est une solution pacifique où les troupes qui sont entrées dans un autre pays se retirent d'elles-mêmes, sans qu'ils aient, en se retirant, les bombardements derrière eux. Ça coûte
très moins cher et c'est de la dignité. La communauté internationale ne privilégie pas la guerre. La communauté internationale veut à ce que ce ne soit pas des négociations qu'on y arrive. S'il y a un conflit aujourd'hui, comme il y a un conflit aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il faudrait que les deux protagonistes, c'est-à-dire il faudrait que le Rwanda d'un côté et le Congo de l'autre côté, entourés des autres présidents des autres présidents de certaines institutions internationales, y compris les Nations Unies, puissent les amener à signer un protocole de paix et vous trouvez les mécanismes de cette paix. Alors, du côté du Congo, le M23, c'est un groupe armé rwandais qui porte le nom de M23 et qui veut dire les Congolais. C'est pourquoi, en face de nous, nous avons réellement le Rwanda qui attaque le Congo en voulant montrer que ceux qui sont sur terrain, ce sont des Congolais qui ont commencé une rébellion. Mais cette rébellion part d'où? Comment ils arrivent à avoir du matériel de guerre sophistiqué? Devant les Nations Unies, comme partout, nous disons que le M23 n'est que l'armée rwandaise sur le terrain congolais. Et si nous voulons la paix sur le plan international, nous passons aux négociations. Mais... Et puis, les acteurs de la société civile, Forces vives du Nord Kivu, appellent le président de la République à concevoir un projet de construction d'un mur de séparation avec le Rwanda. Ils ont déposé à cet effet un mémorandum ce jeudi 24 novembre 2022 au consulat de la Grande-Bretagne et de la France dans la ville de Goma. Suivez. Ces hommes, femmes et jeunes acteurs de la société civile, Forces vives du Nord Kivu, ont manifesté ce jeudi 24 novembre 2022 en ville de Goma pour dénoncer la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui oppose la RDC au Rwanda sous le label du M23. Parti du rond-point Signers, cette manifestation est passée par la grande barrière qui sépare la RDC et le Rwanda, lieu où ils sont déposés un mémorandum au consulat de la Grande-Bretagne avant de chuter à l'ambassade de la France où ils ont également lu et déposé leurs réclamations. John Banyene, président de la société civile Nord Kivu, appelle le président de la RDC à initier la construction de murs de séparation entre la RDC et le Rwanda afin que chaque peuple vive paisiblement dans son pays. Nous recommandons au chef de l'État de la République démocratique du Congo d'instruire au gouvernement de la République d'initier le projet de construction de murs d'au moins 10 mètres de hauteur entre la RDC et le Rwanda. Parce que nous en avons déjà marre. Si les Rwandais nous respectaient, ils ne pouvaient pas à chaque fois nous attaquer. Et c'est cette raison pour laquelle nous sommes en train de dire qu'on érige ces murs pour que chaque peuple reste chez lui. Quand on verra qu'il est nécessaire que nous puissions vivre en paix, on dialoguera pour détruire ces murs. Présent dans cette manifestation, Jean-Claude Bombazé, président territorial de la société civile de Rutshuru, reste pessimiste aux résolutions du ministre Sommet tenu à Luanda il y a 2 jours. Mais il faut vous dire que nous sommes encore pessimistes par rapport à son application parce que c'est pas le premier sommet, c'est pas les premières décisions que nous venons de lire, mais ce qui est vrai, il faut dire que nous attendons la mise en application sans faille de toutes ces décisions. Dans le cas contraire, ça va rester comme les résultats d'autres sommets qui ont eu lieu avant et qui exigeaient la même chose, mais que le M23 et ses alliés rwandais. Le colonel Job Alissa, commandant ville de la PNC à Goma, félicite l'organisateur de cette manifestation et appelle tous les Congolais à la mobilisation. Nous venons d'observer que c'est purement pacifique et nous en félicitons les organisateurs. Parce que je viens de voir dans les 2 ambassades représentées, en tout cas, le message était clair. Vous, Congolais, mobilisons-nous. N'acceptons pas cette humiliation. S'agissant toujours de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la situation des médecins exerçant dans la zone des guerres est très alarmante. Certains sont assassinés et autres pris en otage par les groupes armés. Ainsi,
Pour leur venir en aide, l'intersyndicale de la République démocratique du Congo a, au cours de son assemblée générale, autorisé le gouvernement à retenir à la source $1 américain dans le salaire de chaque agent de la santé. Maxime Makabou pour plus de détails. Nous allons signifier administrativement l'autorité compétente. Ici, nous citons le Premier ministre et chef du gouvernement. Et le président de la République sera aussi informé par écrit. Et nous faisons croire que dès demain, les démarches continuent avec le gouvernement pour voir comment on peut appliquer. La décision est là. Nous autorisons au gouvernement, mais comment le faire? Et même si le gouvernement récupère cet argent, qui sera responsable? Et comment est-ce qu'il va être quitté? Donc nous serons derrière ça. Ce sont les modalités. Nous faisons croire qu'au début de la semaine prochaine, nous passerons ici pour dire à tous les personnels de santé, à la population, et tous les politiciens, tous les acteurs sociopolitiques de cette situation. Nous sommes de cœur avec le FARDC, nous sommes de cœur avec le personnel de santé dans les zones de guerre, raison pour laquelle nous nous intéressons de ce qui se passe et nous disons tous, nous devons fournir des efforts pour la réussite de ce combat. Les ennemis de notre pays qui sont en train de balkaniser notre pays autrement, mais nous disons non à cette opération et ça ne va pas réussir. De 9 recommandations, comme nous avons dit aujourd'hui, nous allons transmettre notre procès verbal qui contient les 9 recommandations et dès la semaine prochaine nous avons notre canevas où nous allons contacter les ministères concernés. Vous le savez, la Constitution stipule que le ministre est le responsable de son département et à chaque matière, il fallait contacter le responsable constitutionnel. Donc ça dépendra de responsabilité des uns et des autres. Au Sud Kivu, le gouverneur Théongwa Bidje et son gouvernement ont été destitués de leurs fonctions. C'était à l'issue d'une plénière de vote de la motion de censure ce jeudi 24 novembre 2022. En effet, au total, 27 élus provinciaux ont opté pour son départ. Il lui est reproché de mégestion. Théongwa Bidje, allais-je dire, avait été réhabilité en février dernier par la Cour constitutionnelle après qu'il ait été déchu par une motion de censure FCLA après avoir échappé à 2 motions de défiance. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et au nord Ubangi, la salle de conférence de Motel Nzekele a abrité le mercredi 23 novembre 2022 une plénière de l'Assemblée provinciale de 7 provinces. Parmi les 6 points à l'ordre du jour, 2 étaient consacrés aux examens et auditions des questions d'actualité, dont l'une axée sur l'évaluation des détenus à la prison centrale des Gbadolité. Suivez. C'est une plénière très mouvementée ce mercredi 23 novembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi. Plénière consacrée pour la plupart des cas aux examens et auditions sur des questions d'actualité. C'est le cas de l'honorable Fifi Osambia qui veut obtenir des explications auprès de l'Office des routes qui exécute des travaux de réhabilitation sur la RN 24. Cette députée provinciale qui n'apprécie pas du tout les travaux qui se font sur place attend des éclaircissements. Les travaux sont aux arrêts. Et les quelques mètres prétendus réhabilités, juste après la dernière pluie du 11 novembre 2022, se retrouvent au même état que le précédent. Pire encore, certains endroits où l'on prise la terre pour compacter les tronçons à réhabiliter sont devenus des crevasses boueuses. Ce qui rend encore difficile la circulation. D'autres informations indiquent la vente de lubrifiants et de carburant aux tierces par les agents de l'Office des routes. Pour sa part, le directeur provincial de l'Office des routes, à qui la question a été adressée, tente de fixer l'opinion. Le matériel que nous avons et que nous utilisons
sont assez vétustes. Ce sont des matériels qui datent de 2008, 2010 et 2012. Et ce qui fait que ce matériel nous cause énormément de problèmes. Et que ces matériels connaissent des pannes récurrentes. Cet argent, dans un premier temps, nous a servi à essayer de remettre notre parc en état. C'est-à-dire, on a procédé à des achats de pièces de rechange. Écho du mouvement de libération du Congo à présent, un lot important des tôles est arrivé à Mbandaka pour son acheminement à Kiri dans la province de Mai-Ndombe. C'est donc l'œuvre de Bienvenue Nzaloka, vice-président fédéral MLC Mai-Ndombe. Nancy Ileka a signé ce reportage. Le vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, Mai-Ndombe, Bienvenue Nzaloka, a offert des matériaux de construction pour son territoire d'origine. En effet, un lot de 2000 tôles est déjà arrivé dans la ville de Mbandaka pour être acheminé dans le territoire de Kiri, dans la province de Mai-Ndombe. Notons que ces dons de Bienvenue Nzaloka est destiné à la réalisation des projets de réhabilitation et de construction des écoles viables dans ce territoire qui est dépourvu d'infrastructures scolaires adéquates pour une bonne prise en charge des élèves. Et sur place, dans le territoire de Kiri, c'est le président fédéral MLC secteur de Penzoa, Guy Roger Louyeye Nsambi Lonkengi, de dispatcher et d'assurer le suivi de la distribution de ces matériaux de construction dans les écoles ciblées par ce projet à caractère social et impact visible. Comme on le voit, au lieu de croiser les bras et attendre que l'État congolais fasse tout, le numéro 2 de la fédération du parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo pour la province de Mai-Ndombe, Bienvenue Nzaloka, a mis la main dans sa poche pour apporter sa contribution personnelle dans la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires. Un geste à saluer dans la mesure où les enfants de Kiri étudient actuellement dans de mauvaises conditions et c'est là dans des écoles dont les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Parlons du processus électoral. Pour terminer ce journal, les acteurs de la société civile congolaise étaient face au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce jeudi 24 novembre 2022. L'annonce de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs était au centre de leurs échanges. La salle de spectacle du Palais du Peuple a servi de cadre à ces échanges. Suivez. Mesdames et messieurs, les membres de la plénière de la CENI. Après les partis politiques, c'est le tour de la société civile congolaise d'être mobilisée autour de Denis Kadima pour l'identification des électeurs. C'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple que la CENI a annoncé quelques innovations comprises dans la loi électorale, entre autres. Le parti politique qui alignera plus de 50% des femmes ne paiera pas la caution. Ainsi, dans sa communication, Denis Kadima Kazadi a fait savoir à ses interlocuteurs de la société civile que la CENI a développé des outils dans le but de faciliter à la population l'enrôlement qui se déroulera pendant les 30 jours du mois de décembre prochain et ce dans tous les 4 aires opérationnelles. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, depuis plusieurs mois, la Commission électorale nationale indépendante a réinstauré les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes en vue d'échanger, mais surtout en vue de recueillir leurs différentes préoccupations, en vue de recréer un lien étroit de collaboration. Cette réunion se veut un cadre de communication transparente et honnête avec les parties prenantes afin de regagner leur confiance. Aujourd'hui, la cartographie des centres d'inscription est finalisée. Aucune des 26 provinces de notre République n'a vu le nombre de ces centres d'inscription être réduit. La CENI a par contre procédé à un réajustement équilibré avec comme seule motivation l'inclusivité absolue et la réduction de la distance entre les centres d'inscription et les lieux
de résidence. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par aire opérationnelle. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population tout entière, à se hâter car le temps nous est compté. Séance tenante, quelques membres de la société civile se sont enrôlés sur place pour tester la fiabilité et l'efficacité du kit électoral. Ainsi, au sortir de la salle de spectacle du Palais du Peuple, les acteurs de la société civile se sont dit confiants quant à l'évolution du processus et attendent impatiemment la publication du calendrier électoral prévu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.